Bienvenue à tous dans ce nouveau jeudi de l'ergoccupation. Nous accueillons ce soir Capucine Andy-Bourgois, qui est ergothérapeute depuis 2011 et qui a développé de fortes compétences sur ce domaine. Et c'est avec joie qu'elle va nous partager ce soir ses compétences et son sujet de prédilection. Petite précision avant de commencer, pendant cette soirée, nous avons eu un petit couac d'enregistrement et nous avons donc été obligés de réenregistrer ce webinaire. Vous ne pourrez bien sûr donc pas voir les nombreux échanges qui étaient pourtant fort intéressants. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir à tous. Merci Aurélie pour cette présentation. Et donc je me joins à Aurélie pour nous excuser en effet pour le problème technique qui a eu lieu donc, le 14 avril. Je suis bien déçue puisque les échanges avaient été très intéressants. Mais donc écoutez, je vais vous faire la présentation telle qu'elle était prévue sans les échanges. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on se retrouve ce soir pour parler d'un de mes dadas, donc les mathématiques, mais en tant qu'ergothérapeute dans l'ergothérapie. Le sommaire, ça va être donc quelques vignettes cliniques pour qu'on puisse un petit peu se mettre dans l'ambiance, on va dire. Un petit peu d'histoire par rapport aux mathématiques. Le modèle théorique qui fait en tout cas foi et qui fait toujours le principal modèle, en tout cas théorique en maths. On essaiera de faire un petit peu du lien entre la théorie et la pratique et je vous parlerai enfin des évaluations qu'on peut utiliser en tant qu'ergo en maths. Donc au quotidien, quand est-ce qu'on fait des maths Vous faites des maths, j'imagine, tout le temps, sans vous en rendre compte en tout cas. Mais dès que vous pesez, que vous mesurez, vous faites des maths. Dès que vous faites des courses, vous faites des maths. Quand vous calculez un départ différé, vous faites aussi des maths. Ça, c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup de mal. Surtout quand, donc moi, ma machine à laver, il faut programmer en fait l'heure de fin. Donc, il faut calculer la durée du lavage, plus tomber sur le bon compteur horaire. Ça me coûte moins cher. Donc voilà, je fais des maths tous les jours aussi. Lire un numéro de bus pour savoir quel bus prendre. Quand je copie un numéro de téléphone rapidement, on est en train de nous dicter par exemple, c'est aussi faire des maths, faire de la compta. Bon, j'espère que pour vous, elle est finie là maintenant, à cette heure-ci de l'année. Mais voilà, tout ça, c'est des maths. Pourquoi je me suis aussi beaucoup intéressée aux maths, c'est qu'avec l'utilisation de la MCRO, j'avais des plaintes occupationnelles qui venaient de la part des patients. Donc, par exemple, connaître l'étape de multiplication, c'est quelque chose qui revenait assez souvent en termes de plaintes occupationnelles, notamment pour les primaires. Choisir la bonne opération pour résoudre les problèmes, pareil, plainte qui vient pas mal quand les enfants sont en élémentaire. Compter jusque 30. Donc ça, c'est des plaintes un petit peu plus récentes. Je suis contente. J'ai des patients qui viennent de plus en plus jeunes, notamment pour les maths. Et là, cette année, notamment, j'en ai quand même 2 qui viennent de grandes sections et ou pour lesquelles la maîtresse a tout de suite vu qu'il y avait un problème en maths. Donc ça, c'est chouette, puisqu'en effet, compter jusque 30, c'est un des acquis qu'on demande en fin de cycle 1, des acquis scolaires. Donc fin de cycle 1, c'est fin de grande section. Compter mon argent de poche. Alors ça arrive un petit peu plus tard que la primaire. Mais c'est quelque chose qui est relativement souvent demandé. Quand ce n'est pas l'argent de poche, c'est rendre la monnaie, qui est aussi problématique. Certains jeunes ont eu la sensation de se faire un petit peu avoir quand il s'agit de vérifier la monnaie, puisqu'ils ne vérifient pas, ils n'en sont pas capables. On peut avoir aussi dans les plaintes faire les conversions de mesure. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est les fameux tableaux avec plein de colonnes pour calculer les centilitres en litres, des mètres, en décimètres, en centimètres, en millimètres. Donc tout ça, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Lire l'heure. Donc ça, je pense que je ne l'ai pas systématiquement, mais je l'ai quand même très souvent. Donc quand je parle de lire l'heure, c'est bien sûr lire l'heure sur une horloge analogique. Donc une horloge analogique, c'est une horloge avec les aiguilles. Savoir si 5 minutes, c'est long. Donc cette notion de durée revient aussi assez souvent en termes de problématiques.
C'est-à-dire, alors souvent c'est plus une plainte des parents pour le coup, mais ils vont me dire: «Ah, mais quand je lui dis 5 minutes, il ne sait pas ce que c'est. Quand je lui dis de rentrer à telle heure, bah, il oublie ou il ne rentre pas à cette heure-là». Bah, voilà, donc toutes ces notions un petit peu de plus de durée, donc c'est aussi mettre du sens finalement, derrière les maths, derrière le nombre, par la durée. Au niveau des observations, plus cliniques, encore une fois, qu'est-ce que j'ai pu, moi, observer? Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai fait l'étalonnage du Manos 3.0 pour les CM2 et 6e, pour le bilan, et c'est vrai que je suis venue aussi beaucoup aux maths par la géométrie, parce que quand on faisait de la géométrie, voilà, j'avais par exemple des questions comme: «Mais qu'est-ce que c'est, virgule 3?» quand je lui demande de tracer 5,3, parce qu'il faut savoir qu'en France, on commence à tracer les décimaux sans les avoir vus en mathématiques. Trace le milieu du segment. Et donc là, il y a quand même des enfants qui me disent: «Bah, c'est quoi le milieu?» «Bah, c'est la moitié». «Bah, c'est quoi la moitié?» «OK», mais en fait, tout ça, c'est quand même du vocabulaire, milieu, moitié. Donc moitié, c'est en plus un vocabulaire pour le coup qui est fractionnaire. Et donc ça, eh ben, ça a fait appel aux mathématiques. Et donc c'est vrai que ces enfants, bah, qui n'ont pas accès à ces termes-là et qui ne voient pas à quoi ça fait appel, vont être forcément en difficulté sur la géométrie. D'autres observations que j'ai pu avoir, c'est un enfant qui ne sait pas compter sur ses doigts ou qui s'en mêle un peu les pinceaux sur les doigts, qui ne reconnaît pas le nombre de points sur les dés, qui saute des cases quand il joue à des jeux de plateau. Donc, par exemple, il doit faire 6, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, bah, il va aller beaucoup plus loin ou pas assez loin. Ou bien, j'en ai aussi qui disent 1 alors qu'ils sont encore sur la même case. Donc, ils font 1 et après, ils continuent d'avancer. Des enfants qui, quand ils comptent, donc là, pour le coup, on va parler de dénombrer, pas compter. Et donc, quand ils dénombrent des objets devant eux, des jouets, etc., et ben, il va pas correctement compter. Soit il va s'en mêler les pinceaux parce que la stratégie n'est pas bonne, soit il va faire du surcomptage, donc c'est compter 2 fois le même objet. Écrire les chiffres en miroir, ça c'est aussi une plainte que j'ai souvent, et notamment là j'ai formé une équipe d'enseignants qui se reconnaîtront peut-être s'ils sont là ce soir, qui s'ils regardent le webinaire, donc bonjour à tous. C'est les chiffres en miroir, ça c'était une plainte, donc les enseignants m'ont fait remonter aussi, qu'on peut observer chez des enfants, donc c'est pas trop grave jusque 6-7 ans. Si ça continue après, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Bah, voilà, donc je vais vous demander maintenant à tous, donc de manière individuelle pour le coup, de réfléchir 2 petites minutes sur des expériences que vous avez par rapport aux mathématiques. Donc positives comme négatives, dans vos patients, dans les enfants que vous côtoyez. Heu, à quoi vous pensez en termes de problématiques, en tout cas, peut-être, pour les maths? J'espère que vous avez pu penser à 1 ou 2 expériences, 1 ou 2 enfants pour qui, ça pose problème. Et on va essayer d'attaquer un petit peu plus la théorie, on va dire. Au niveau historique, très rapidement, avant 1950, les mathématiques, c'était pas hyper fun, pas hyper connu en tout cas. Et les rares études qu'on a, c'est plutôt au niveau pédagogique sur comment il fallait qu'on enseigne les mathématiques à l'école. Autour de 1950 arrive Jean Piaget, donc qui est suisse, qui lui a apporté énormément au niveau de la logique, et d'où les courants logico-mathématiques, si vous en avez déjà entendu parler. Il a fait toutes ses observations sur ses enfants et ses petits-enfants, donc il y en avait beaucoup. Et pour lui, son postulat, c'était que la logique était un prérequis à la numération. Et donc, dans les opérations logiques, vous allez entendre classification, sériation, inclusion, coordination. Il parlait aussi de mobilité de pensée. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même beaucoup écho aux fonctions exécutives pour le coup. Et depuis 1990, le nouveau postulat, c'est que la logique va se développer un peu plus en parallèle de la numération. Ce n'est pas totalement dépendant. Mais donc, vous voyez, les neurosciences, ça arrive très tard, finalement, dans le développement, en tout cas dans des études scientifiques sur les mathématiques. Donc, on a commencé à s'y intéresser dans les années 1990. Et ça reste quand même s'il y a de plus en plus d'études, ça reste un domaine qui n'a pas été beaucoup exploré jusque-là.
Donc, si on reprend rapidement Piaget, donc je vous en ai déjà touché un mot, mais donc les pensées piagétiennes, aujourd'hui, c'est le GPALM qui donne les formations là-dessus. Donc, GPALM, c'est Groupe d'études psychopathologiques des activités logico-mathématiques. Alors moi, quand j'ai fait le GPALM, ça a duré 3 ans et vous aviez en plus des stages optionnels à faire. Aujourd'hui, je crois que ça a été ramené sur 2 ans, avec quand même des stages optionnels, il me semble. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des auteurs sont d'accord pour dire que Piaget avait sans doute mis le doigt en fait sur les fonctions exécutives et pas. Voilà. Alors certes, les fonctions exécutives sont hyper liées aux mathématiques. On a beaucoup besoin des fonctions exécutives pour faire des mathématiques, mais pas que. Et donc, ce que je vous disais, c'est que les neurosciences dans les années 90 sont arrivées avec des études sur la dyscalculie, très tardives pour le coup, par rapport à d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc, j'avais fait la petite recherche juste là en avril. Donc, sur PubMed, quand vous tapez dyslexia, vous avez plus de 11 000 articles. Dyscalculie, on tombe à 653 articles. Sachant que le vrai terme pour trouble liés aux mathématiques, trouble d'apprentissage liés aux mathématiques, donc c'est Mathematical Learning Disabilities, et là, vous avez 1453 articles. Sur l'OTDBase, donc qui est là un moteur de recherche, je pense que vous connaissez tous en tant qu'ergo, qui est notre propre moteur de recherche au niveau des études scientifiques en ergothérapie. En avril 2022, on avait quand même 8 articles sur la dyslexie, qui n'est pas forcément notre tasse de thé. La dyscalculie, on n'en parle pas, il n'y en a pas. Et quand je mets juste Mathematical, parce que vous pensez bien que Mathematical Learning Disabilities, il n'y a rien du tout, et juste Mathematical, on trouve 5 articles. Donc, on voit bien qu'au prorata, donc les maths sont quand même très peu explorées, en tout cas, et qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et donc, ce que je vous présente là ce soir, c'est ce qui fait foi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour le modèle neurocognitiviste, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera un modèle obsolète et qu'il y aura d'autres choses qui seront sorties. Donc, le modèle théorique de Stanislas Dehaene, qui a été sorti en 1992 et donc qui fait toujours référence aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'un nombre. Et en fait, un nombre, c'est constitué de 3 parties, de 3 représentations. Donc, on a une perception de la quantité du nombre, un code visuel, qu'on appelle la représentation indo-arabe, et un code verbal, ce qu'on appelle une représentation auditivo-verbale. On va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, voici ce fameux modèle du triple code. Donc, on a vraiment 3 parties. La représentation analogique du nombre. Donc, c'est la notion de quantité, avoir le sens analogique du nombre. C'est-à-dire que mentalement, si je vous dis 22, même si vous n'en avez pas l'impression comme ça, mais votre cerveau est tout à fait capable d'imaginer 22. Il peut se représenter cette quantité. Il peut l'estimer, en tout cas, très rapidement. Ce module-là de représentation analogique, il nous sert aussi pour comparer 2 quantités. Donc, très rapidement, je peux estimer, si j'ai 2 quantités en face de moi, je peux estimer là où il y a le plus, là où il y a le moins. Et c'est vrai que ce module-là, il est aussi très primitif puisqu'il est présent chez les animaux. On s'est rendu compte que voilà, les animaux sont capables d'estimer des quantités. Beaucoup d'adversaires, je fuis. Peu d'adversaires, peut-être que je peux attaquer. Donc ça, c'est vraiment un sens qui est présent très tôt. Et c'est aussi un module, on va dire, qui nous sert à faire des calculs approximatifs. Donc, si je vous dis 653 x 10, bon, x 10, non, trop facile. Mais si je vous dis 653 x 5, pour le coup, votre cerveau est très vite capable de savoir à peu près combien ça fait. Moi, je dirais comme ça 3000 et quelques. En fait, votre cerveau, ce module-là, est capable de faire des calculs approximatifs. Et cette représentation, donc toujours ce premier module, se base en fait sur 2 systèmes en fait sous-jacents qui sont le SNA et le SNP. Donc le SNA, c'est tout le système approximatif qu'on appelle aussi estimation, et le SNP qui est le système précis qui va lui se baser sur le subitizing, subitisation en français, et le comptage. Par exemple, là, très rapidement, si je vous dis de photographier et de fermer les yeux, l'image, combien vous pensez pouvoir me dire qu'il y a d'animaux? Donc très rapidement, si en un coup d'œil, on ferme les yeux, on regarde ailleurs, bon, je ne sais pas, il y en avait peut-être une douzaine. Pareil, si je vous dis, donc là, quand je vous dis de voir globalement, comme il y a quand même beaucoup d'animaux, on va être sur de l'estimation. Donc votre cerveau est capable d'estimer globalement une quantité. Si là, je vous dis par exemple, très rapidement, dites-moi combien il y a de canards, des oies,
pas tout ce que c'est. Hop, normalement, pareil, en photographiant, vous êtes capable de me dire, il y en a 3. C'est ce qu'on appelle du subitizing ou de la subitisation. Le subitizing, c'est une quantité qui est inférieure, strictement inférieure à 4. Et vous pouvez avoir après du subitizing d'apprentissage. Mais ça, je n'en parlerai pas ce soir. Si on continue, donc on avait notre module tout en haut qui nous permettait l'estimation. Si je continue, on utilise 2 autres modules, pour le coup, qui utilisent des symboles, enfin pour lesquels on utilise des symboles, et donc ce sont 2 autres modules qui sont complètement culturels, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, contrairement au module analogique qui est là 48 heures après la naissance, hein, quand même, il faut savoir. Et donc, pour pouvoir utiliser les nombres correctement, il faut qu'on puisse maîtriser le code arabe et le code verbal. Donc le code verbal, par exemple, c'est 15. Donc c'est un mot que je peux dire, mais je peux aussi l'écrire. Q-U-I-N-Z-E. Le code arabe, lui, va nous permettre de symboliser les nombres à l'écrit. Donc si j'écris 7, j'écris 7. Par contre, ce qui est super intéressant dans notre culture, c'est que quand j'écris 15, je vais devoir écrire 2 chiffres pour avoir ce nombre. Donc un 1 et un 5. Et pourquoi j'utilise ce système à 2 colonnes? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la base 10. C'est que quand on écrit des nombres, on utilise un système positionnel. Et si j'écris 5 et 1, ils n'ont pas la même valeur. Plus on décale à gauche, plus le nombre aura une grande valeur. Donc j'ai bien une dizaine et 5 unités. Une dizaine, qu'est-ce que c'est? C'est 10 unités. C'est un paquet de 10. Et qu'on ne met ensemble que parce qu'elles sont 10. Sinon, c'est plus une dizaine. Ça ne marche plus. Et donc ça, c'est quand même dans l'apprentissage scolaire, hein, parce que c'est vu au CP. Ça commence parfois à être vu en grande section, mais c'est quand même beaucoup vu au CP. C'est cette fameuse base 10 et qui est vraiment une base d'apprentissage pour plein de choses. Donc pour écrire les nombres, pour la monnaie, pour l'heure, enfin voilà. Il y a vraiment dans la vie quotidienne beaucoup de choses qui vont dépendre de cette base 10 et c'est super important que l'enfant soit solide sur cette base 10. Le code arabe, lui, il nous permet de symboliser... le code arabe, j'en reparle, mais donc ça je vous l'ai dit, il nous permet de symboliser les nombres à l'écrit, mais par exemple aussi de poser les opérations. Mais je voulais revenir sur le code verbal. Pour le coup, dans ce module-là sont stockées aussi toutes les opérations qu'on connaît par cœur, qu'on appelle des faits arithmétiques. Par exemple 5 x 5, donc toutes vos tables de multiplication, vous êtes censés connaître un peu par cœur, ou peut-être plus maintenant. Et plein de petites opérations, vous n'avez peut-être pas déjà réalisé, mais en fait, vous les connaissez par cœur tellement vous les avez faites. Si je vous dis 5 plus 3, 8, on le sait tout de suite. Il n'y a pas de... Vous ne réfléchissez pas. Vous les avez tellement fait que vous les avez complètement encodés et vous les connaissez par cœur. Et entre les modules, il y a une possibilité de changement d'information, on va dire, ce qui s'appelle le transcodage. Donc voilà, si je vous ai mis, donc là pour le 15, je vais garder le 15, pardon, j'ai gardé le 15, donc on utilise des symboles, donc 15, et là, ce fameux charabia, c'est 15 en phonologique. Pas très beau, mais c'est comme ça. Donc voilà, on dit bien le mot 15 et on peut être aussi en plus capable de l'écrire. Alors, à vous de jouer. En tout cas, à vous d'essayer. On corrige ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vais essayer de vous laisser à chaque fois quelques secondes pour vous permettre de réfléchir. Donc, par exemple, si je prends la situation « réciter mes tables de multiplication à voix haute », je vais vous demander de réfléchir à quel module ça fait appel. Est-ce que c'est de la représentation analogique, de la représentation visuelle arabe ou de la représentation auditivo-verbale? Alors, est-ce que vous êtes tous d'accord avec vous-même en tout cas? On est bien sur de la représentation auditivo-verbale, puisque c'est ce que je vous ai dit, tout ce qui est par cœur, c'est stocké en fait arithmétique dans le module représentation auditivo-verbale. Bon, je l'avais dit tout à l'heure, hein, donc c'est pas trop dur.
Allez, à vous. Lire un prix à voix haute. Alors, lire un prix à voix haute, un petit peu plus dur. Donc, un prix, déjà, c'est une représentation indo-arabe. Donc, on va le voir écrit, par exemple. Hop. Et puisqu'on veut le lire à voix haute, il va passer, dans ce sens-là, si on regarde mon image, donc de la représentation visuelle arabe, il va passer à la représentation auditivo-verbale. Donc, il va avoir un transcodage qui permet ensuite le code verbal. Copier l'opération de l'énoncé qui est au tableau. Donc, si on écrit, mettez-vous dans la place d'un élève qui écrit 58 fois 23 qui doit recopier sur son cahier. Juste recopier. Alors, si on est juste dans la copie bête et méchante, entre guillemets, on va être sur du pur code arabe. Par contre, si on est sur un enfant qui a besoin de lire une fois à l'oral avant de la recopier, de la mettre aussi en mémoire de travail, on va aussi passer sur du transcodage. Alors, savoir en un coup d'œil combien j'ai d'argent dans mon porte-monnaie. En un coup d'œil. Clac, je prends une photo. Donc, pour le coup, on est bien sur la représentation analogique. C'est juste de l'estimation. Un coup d'œil, j'estime en gros, pas précisément, hein, mais en gros, pour savoir combien j'ai dans mon porte-monnaie. Écrire un numéro de téléphone dicté. Donc là, on est au téléphone et on gribouille sur un papier le numéro que la personne est en train de nous donner. À quel module ça va faire appel? On est, pour le coup, sur du transcodage encore, puisque là, l'information arrive de manière auditive et qu'il faut qu'on l'écrive en représentation visuelle arabe. Alors, j'espère que ça a été ce petit exercice et que ça a permis un petit peu de vous entraîner, en tout cas, pour mieux analyser les situations. Au niveau des évaluations, les tests qui existent et qu'on peut utiliser en tant qu'ergothérapeute, vous avez les deux TEDIMAT. Donc, vous avez le TEDIMAT petit, qui s'adresse des enfants de la moyenne section au CE2. Vous avez dans ce bilan cette partie, je crois. J'ai un doute, 7 ou 8 même peut-être. Et vous avez surtout, qui est assez intéressant, une partie logique qu'il n'y a pas dans les autres bilans. Excusez-moi. Pardon. Vous avez ensuite le TEDIMAT grand. Donc le TEDIMAT grand, il est aussi intéressant, mais il est très long. Donc lui, il est utilisable pour les enfants du CE2 à la 5e. Et vous avez dedans une partie géométrie. Je vous avoue que j'étais super contente quand ils ont annoncé qu'il y avait une partie géométrie dans ce TEDIMAT. Bon, j'étais un peu déçue quand même sur la partie géométrie. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il n'y a pas du tout de manipulation, en tout cas, ça fait pas doublon avec le Manos, par exemple. Mais on est quand même beaucoup plus sur du visuospatial et de l'analyse visuelle que de la réelle géométrie. Mais après, voilà, ça dépend de ce dont on attend. Les deux TEDIMAT sont quand même très très longs à faire. Passer, vous êtes quand même sur minimum 1h30 par bilan. Bon, sachant que vous ne faites pas les deux, hein, puisque soit un enfant est dans la tranche d'âge du petit, soit dans la tranche d'âge du grand. Mais voilà, c'est quand même des bilans qui sont assez coûteux d'un point de vue financier, ça c'est sûr. Ils sont vendus aux ECPA et surtout longs à faire passer pour l'enfant, en tout cas, c'est très fatigant.
Le Zareki, il est un petit peu plus rapide et généralement en moins d'1 heure, vous pouvez le faire passer. Vous êtes seulement sur des compétences numériques et alors là, ce n'est pas des classes, il n'est pas rapporté aux classes, mais il est rapporté à l'âge. Donc vous avez des normes pour des enfants de 6 ans à 11 ans et 11 mois. Seul petit bémol pour ce test quand même qu'il faut bien savoir et bien surveiller les étalonnages, c'est que ça a été étalonné en ZEP. Donc, il faut penser quand même que le niveau en ZEP était peut-être un peu plus petit. Et donc, vous avez des normes forcément plus basses. Et c'est vrai pour qu'un Zareki soit chuté, il faut quand même que l'enfant soit en très, très, très grande difficulté. Mais au moins, c'est un bilan qui vous permet quand même d'analyser toutes les compétences numériques assez facilement. La BENC, c'est batterie d'échelle des nombres au quotidien, pas le BENC. Alors, ça s'adresse de base aux adultes. Alors, il n'est plus édité, je suis désolée. Voilà, après, moi, je l'ai. C'est vrai que si vous voulez venir le voir en formation, il n'y a pas de souci, venez à mes formations. C'est un de mes tests favoris. Moi, je le fais passer à partir des enfants qui sont en 4e, 3e. Vous avez une norme qui est en tout cas pour les enfants qui n'ont pas eu le brevet, enfin pour les jeunes adultes qui n'ont pas eu le brevet, puis une norme pour les gens qui ont eu le brevet et plus, et enfin une norme pour les gens qui ont eu le bac. Et voilà, il est super intéressant, il est très, très, très vie quotidienne. Et en tant qu'ergo, voilà, il est chouette. Donc, il y a la lecture d'horloge, il y a un verre doseur et il faut remettre la bonne quantité pour une recette de pâte à crêpes. Vous avez un chèque à remplir, il faut payer, il faut vérifier le rendu monnaie. On vous demande aussi d'estimer rapidement si vous connaissez le prix d'articles courants. Voilà, c'est un bilan qui est vraiment très chouette. La bank ado est censée être en cours. Moi, j'en avais entendu parler aux journées de l'ARTA, mais alors ça remonte pour le coup, ça devait être en janvier 2020 ou janvier 2021. C'était pour les enfants de 3e, pour le coup, donc quand même une toute petite classe d'âge. Donc à voir si la classe d'âge sera agrandie au fur et à mesure des mémoires en orthophonie, parce que c'est des tests orthophoniques de base, sachant que Marie Villain, qui a fait la bank adulte, m'avait clairement dit, notamment lors de cette journée de l'ARTA, que c'était ce bilan-là dans son service était utilisé par les ergothérapeutes et pas en orthophonie. Et vous avez la BMTI qui est un peu plus récente, qui permet, donc ça c'est une batterie d'évaluation pour tout professionnel confondu et qui est vraiment une batterie de dépistage et donc qui est intéressant parce que vous avez une petite partie maths sur tablette. Donc ça peut être chouette de l'avoir. Pourquoi faire passer des bilans en maths? Vous pouvez avoir des observations si vous avez en tout cas certaines échelles de développement en tête, en tout cas que ce soit bien clair. C'est ce que je vous disais, voilà, savoir qu'en grande section, il faut compter jusque 30. En grande section, il faut aussi, pour le coup, dénombrer jusque 10. Si je vous donne d'autres petits repères là, comme ça, mais après, je les donne tous en formation. Mais en CE2, par exemple, il faut connaître toutes les tables, de 1 à 10, les tables de multiplication, pardon. Voilà, donc c'est vrai que faire des observations en maths, ça peut être déjà très très bien et ça permet de dégrossir bien souvent, notamment pour les maternelles. Mais c'est vrai qu'après, d'avoir des bilans normés, ça nous permet tout simplement de savoir dans ce fameux triple code ce qui ne va pas au niveau du module. Voilà, c'est ce qu'on appelle un raisonnement clinique, de toute façon, c'est ce qu'on fait dans notre pratique pour pouvoir mieux prendre en charge, prendre en soin même maintenant, en fonction de ce qui ne va pas. En fonction de nos conclusions, des bilans, on pourra dire est-ce qu'il va falloir qu'on rééduque et qu'on surentraîne, parce qu'il y a certaines fonctions en maths qu'il faut en fait surentraîner. Il y en a d'autres qu'on va devoir réadapter. Prioriser peut-être aussi. Est-ce que, je ne sais pas, mon jeune de 16 ans là, qui ne s'est pas posé une opération, est-ce que vraiment c'est important de savoir le faire? Est-ce que c'est pas plus intéressant qu'on voit s'il puisse se débrouiller, qu'il puisse se débrouiller avec la calculette? Voilà. Éventuellement réorienter. Donc, par exemple, l'orthophoniste reste le spécialiste du langage. Et donc, moi, c'est vrai, quand je vois que le trouble mathématique est très langagier, très lié au code auditivo-verbal, moi, je m'y frotte pas. Je renvoie en orthophonie. Voilà, j'estime que là, c'est plus du tout mon domaine. On n'est pas on est dans la vie quotidienne, mais c'est le langage. Et c'est vrai qu'en tant qu'ergo, on n'est pas formé au langage. Pour info, donc une dyscalculie, en fait, c'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir l'analyser, c'est qu'on dit qu'elle peut être primaire ou secondaire. Maintenant, on utilise d'autres termes. Et que cette dyscalculie-là touche entre 5 et 7% des enfants, et qu'il y a autant de filles que de garçons.
Moi, dans ma pratique, pour info, c'est vrai que les garçons arrivent relativement tôt et j'ai souvent les filles qui arrivent, mais beaucoup plus tard, en cinquième, quatrième ou troisième, où généralement, on se rend compte que là, en fait, en maths, ça va pas du tout. Mais elles avaient réussi jusque-là, grâce à des procédures apprises par cœur, généralement, à bien masquer le trouble, en tout cas. Et puis que quand on arrive aux fractions et aux nombres rationnels, là, on les perd définitivement. Donc là, finalement, elles viennent en prise en charge. Et donc la dyscalculie primaire, là, ça va être le trouble spécifique de l'apprentissage mathématique, le TAM aussi, qu'on appelle maintenant. Et une dyscalculie secondaire, ça va être une dyscalculie qui a des répercussions. C'est une dyscalculie de répercussions, pardon. Par exemple, en visio-spatial, enfin, neurovisuel, si un enfant a des troubles neurovisuels, il y aura peut-être une dyscalculie due à ces troubles neurovisuels, mais ce ne sera pas une dyscalculie pure, en tout cas. D'où l'importance de bilanter et de s'y connaître un petit peu pour pouvoir savoir ce qu'il en est. Ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. On ne fait pas à la place des orthophonistes. Je pense qu'on a vraiment notre partie maths vie quotidienne dont on a parlé. Donc, il y en a beaucoup en cuisine, il y a la monnaie, il y a l'heure. Ça peut être aussi en fonction des plaintes occupationnelles qui sont rapportées par les patients. Mais on ne prend pas la place, j'insiste vraiment là-dessus. On n'a pas le même bagage et on ne fait pas à la place de l'orthophoniste en tout cas. Donc voilà, nous, en tant qu'ergothérapeute, notre cœur de métier, c'est l'occupation. Donc, on va travailler dans l'occupation. S'il y a des difficultés verbales, de compréhension, etc., donc c'est ce que je vous disais, on renvoie en orthophonie, ce n'est pas notre boulot. Il faut quand même savoir qu'il y a eu une étude en 2017 qui montrait, par IRM, notamment de Stanislas Dehaene, que le langage sémantique et le langage mathématique sont vraiment deux circuits neuronaux complètement différents. Donc, c'est une étude assez récente. Et donc, qui dit que quand on parle maths, finalement, si je dis 5 plus 3, ça n'allume pas, en tout cas d'un point de vue cérébral, les mêmes circuits neuronaux que si je dis le singe est marron. Voilà, c'est vraiment deux systèmes différents. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les maths. Et donc, encore dans ce fameux raisonnement clinique, je suis souvent super interpellée très souvent sur les réseaux sociaux pour rendre la monnaie. Alors, je n'ai pas vraiment de formule magique à vous apporter. C'est quelque chose qu'on épluche aussi beaucoup en formation si ça vous intéresse. Mais rendre la monnaie, ce n'est pas un petit paquet comme ça en maths, en fait. C'est un paquet comme ça qui est sur des fondations comme ça. Donc, si vous n'avez pas ces fondations-là en béton armé, rendre la monnaie, ce sera quelque chose de très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que pour rendre la monnaie, il faut déjà avoir acquis la lecture des nombres, et au moins jusque 100, puisqu'on a 100 centimes. Et on va dire 100 € de dépenses éventuellement. C'est quand même rare dans le quotidien de dépenser plus de 100 € en tout cas, dans le petit quotidien bien sûr. Il faut pouvoir reconnaître les pièces. Il faut pouvoir différencier les centimes des euros. Il faut avoir le sens du nombre pour connaître les équivalences. Donc, savoir que si j'ai une pièce de 2 €, finalement, c'est 2 pièces de 1 €. Si j'ai 10 €, ça va être 2 billets de 5. Si j'ai 5 € qui est un billet en plus, ça peut être 5 pièces. Ou bien 2 pièces de 2, une pièce de 1. Ou bien une pièce de 2, 3 pièces de 1. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les équivalences. Et c'est super important de les avoir pour ne pas se retrouver de toute façon pris de panique. Si la caissière me demande 7 € et que dans ma tête, 7 € c'est que 5 et 2 et que je n'ai pas de billet de 5 dans mon porte-monnaie, il va falloir que je puisse payer autrement. Et ces équivalences vont nous servir forcément pour le rendu monnaie. Si je paye 4, je dois payer 4, je donne un billet de 5, et ben elle va me rendre 1, parce que 4 plus 1, ça fait bien 5. Donc là, les équivalences sont vraiment à surentraîner pour le coup. Avoir la base 10, bah oui, ça paraît logique, mais en fait, ce n'est pas le cas de tous les enfants pour le coup. Et puis, la base 10, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un énorme paquet pour le coup, une énorme fondation qui permet de lire les prix, qui va permettre d'écrire, remplir un chèque peut-être si besoin, et qui va savoir que dans 10 €, c'est 10 unités. Donc un billet de 10, c'est aussi 10 pièces de 1. Mais 10 centimes, c'est aussi 10 pièces de 1. Et pourquoi elle est aussi super compliquée? Parce qu'il y a cette fameuse équivalence à la base 100. C'est que là, 100, donc un paquet de 100 centimes va nous donner 1 €.
Donc là, il y a en plus un espèce de double rang à comprendre qui peut être très compliqué pour certains jeunes. Et il va falloir après, pour réellement rendre la monnaie, soit avoir compris le principe de soustraction. Si je paye 3 sur un billet de 5, est-ce que dans ma tête, je suis capable de faire 5 moins 3? Est-ce que je sais ce que je fais quand je fais 5 moins 3? Ou bien, est-ce que je peux travailler de manière à compléter l'opération? 3, pour aller jusque 5, je rajoute 2 par exemple. Donc voilà pourquoi la monnaie, c'est un énorme paquet et je ne peux pas vous aider tous individuellement quand vous quand vous venez me chercher sur les réseaux sociaux, parce que vous voyez bien qu'il y a autant de possibilités que d'enfants. Donc déjà, savoir où est le jeune en face de vous. Est-ce qu'il a acquis ça, pas acquis ça? Qu'est-ce qu'il a compris, pas compris? Pour pouvoir ensuite travailler sur la monnaie. En conclusion, et pour ceux qui me connaissent, qui sont un peu mon credo, donc les maths sont partout. C'est vrai qu'au quotidien, je vous défie de faire une journée sans maths. Ce n'est pas possible. Les maths sont vraiment partout, partout. Ils nous entourent partout. Et c'est pour ça qu'ils sont super, super importants. En tant qu'ergothérapeute, je pense qu'on a vraiment une pratique transversale. Alors, je sais que ce n'est pas du tout facile. Il faut qu'on soit formé à tout, qu'on connaisse énormément de choses. Notamment dans les maths, comme vous avez pu voir ce soir. Donc, je vous ai fait un petit aperçu théorique de ce que sont les maths. Mais donc, comme vous avez pu voir, c'est quand même un gros paquet aussi théorique. Il faut être bien au clair sur les modèles neurocognitivistes et sur le développement mathématique normal de l'enfant déjà, pour pouvoir aider le jeune qui est en face de vous sur les maths. Mais donc, si notre pratique est transversale, notre place est aussi en mathématiques, qui sont au quotidien. Voilà quelques références en mathématiques. Pas hésiter en tout cas, dès que vous voyez Stanislas Dehaene, vous pouvez lire les articles. Généralement, c'est assez accessible en termes de vocabulaire. Et voilà, c'est le monsieur qui fait référence en mathématiques en tout cas. Hop. Michel Fayol aussi, très chouette pédagogue français. Enfin, il explique aussi très très bien, il est très intéressant. Anne Lafay est une orthophoniste aussi qui a travaillé dans plusieurs pays. Voilà, qui sont des gens relativement sûrs, pas sourds, des gens sûrs en tout cas, quand on veut parler de maths. Et ceux qui sont très Piaget, opération logique, la plupart des écrits de Piaget ont été scannés et sont accessibles gratuitement sur le site internet de Piaget. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et j'ai hâte de vous voir en formation si vous venez en formation. Et puis j'espère que ça aura au moins dégrossi un petit peu le terrain pour les mathématiques. Bonne soirée à tous.